Bonjour Florent pour Reportage VIP. Nous sommes aujourd'hui en interview avec Jérôme. Bonjour. Bonjour depuis Nice. Et nous sommes avec un invité spécial qui me tient particulièrement à cœur. C'est Jean-Luc Vandened. Bonjour. Bonjour. Moi je suis à Lorient sur mon bateau de croisière. Première question Jean-Luc, basique mais élémentaire. Les apprentissages durant le premier semestre 2020. Quels ont été les vôtres? Qu'est-ce que vous avez appris durant cette première partie d'année? Alors, d'abord, je ne me doutais pas du tout de ce qui allait arriver. J'avais pas mal d'interventions dans des entreprises pour des séminaires. Je devais présenter mon film, je devais faire la promo de mon livre, Le Dernier Loup de Mer, et puis patatrac, d'un seul coup, la situation en février s'est envenimée, et donc j'ai appris qu'un petit virus pouvait tout arrêter et tout bloquer. Alors moi j'ai été très heureux pendant ce confinement puisque je me partage, je suis très souvent au Sable d'Olonne, ma compagne elle travaille sur Nantes. Et je me suis dit, plutôt que d'être confiné au Sable, je vais me confiner avec elle. Ce qui fait qu'elle a une maison, moi je n'ai qu'un appart, et elle a une maison plus grande que la mienne avec un jardin. Et donc, on a vécu une quinzaine de jours, qu'est-ce que je dis, une quinzaine de jours, 2 mois, assez sympa. On a également, à travers votre page Facebook, on a découvert la fameuse distinction qui vous a été décernée par le Cruising Club America. Ah oui, alors là, ça a été incroyable. Pouvez-vous nous en parler? Quelle est l'importance de cette Blue Water Medal qui est mondialement connue? J'ai été stupéfait d'avoir cet honneur parce que c'est une médaille qui est décernée chaque année à un skipper pour la façon dont il a navigué, pour sa carrière, si on veut. Le premier qui l'a eu, c'était Alain Gerbaud en 1923, premier français, et donc depuis cette année-là, 1923, chaque année, à quelques exceptions près, il y a eu des années où ils n'ont élu personne. Ils remettent cette récompense qui est tout à fait honorifique à un navigateur. Alors il y a parmi les Français évidemment il y a Éric Tabarly, Bernard Moitessier, Jérôme Poncet. Il y a des navigateurs évidemment Marcel Bardiot que je connaissais, que j'ai admiré. Et puis évidemment parmi les étrangers, puisque c'est international, il y a beaucoup d'Anglais, beaucoup d'Australiens connus, de Peter Blake à Robinson Johnson, en passant par Johnson Berth et tout ça. Et donc quand ils m'ont appris que la médaille cette année m'était décernée en 2019, j'étais stupéfait parce que j'étais loin d'imaginer une chose pareille. Très peu de coureurs d'ailleurs sont récompensés. C'est surtout des aventuriers qui sont récompensés pour ce genre de choses. Et donc, j'ai été très honoré d'avoir ça. Et j'ai pas pu aller la chercher en mars aux États-Unis, mais j'espère bien y être l'an prochain si les choses redeviennent normales. Surtout que cette médaille fait rappel et écho à des navigateurs qui vous ont fait rêver, qui vous ont transmis ce virus de la voile, cette Bien passion. sûr, le premier qui m'a fait rêver par ses livres et ses écrits, c'était Alain Gerbaud. Et puis ensuite est arrivé Marcel Bardiot, alors que peu de gens connaissent aujourd'hui, mais l'un comme l'autre ont fait plein de choses. Évidemment, les gens sont plus proches de ceux qui sont plus récents, comme Éric Tabarly, Bernard Moitessier et tout ça, à cause de leurs livres aussi, parce que ils ont fait des best-sellers qui sont sortis, comme Moitessier, qui écrivait vraiment très très bien, et qui était à moitié philosophe, si on veut,
Bon, Éric Tabarly, pour son énorme palmarès et pour tout ce qu'il a fait pour faire connaître la voile en France. Enfin bref, tout ça, c'est des marins de légende, quoi. Et rentrer dans cet univers, moi, j'ai été stupéfait. Je suis encore étonné. Hein. Vous qui êtes né à Amiens en plus, l'apprentissage et la découverte de la voile s'est fait à travers les vacances, mais à travers les livres. Alors d'abord les vacances, évidemment, parce que mon grand-père était originaire, qui m'élevait, parce que j'étais élevé par mes grands-parents jusqu'à 12 ans, était originaire de Berck. Et comme j'étais à l'époque d'une santé un peu fragile, lui il considérait qu'il n'y avait qu'une seule ville où on respirait du bon air, où on pouvait profiter de la vie, c'était Berck, sa ville de naissance. Et donc chaque année j'allais en vacances là-bas et dans ce qu'on appelle les bâches, qui sont des retenues d'eau quand la mer se retire, on pouvait jouer avec un petit bateau, construire un port, faire des boulettes de sable. Enfin, c'était les vacances. Et très vite, j'ai pris goût à la lecture parce que j'étais un enfant assez solitaire, vu que j'étais élevé par mes grands-parents. Je me suis mis à lire et je suis tombé sur des récits de voile et ça m'a enthousiasmé. Partir avec son bateau, qui est sa maison, et s'échapper avec ça, avancer avec une énergie comme le vent qui est totalement gratuite et qui permet donc de voyager, d'aller d'un pays à un autre, aller à la rencontre des gens et tout. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et à l'époque, ça se faisait très peu, ce qui fait que les gens étaient reçus de façon incroyable dans tous les pays où ils allaient. Ils créaient des nouvelles relations. Enfin, moi, j'ai trouvé ça... ça m'a excité. Je me suis dit, je veux faire ça. Et plus tard, en vieillissant, enfin vers 17 ans, 18 ans, je me suis aperçu qu'on pouvait aussi faire des compétitions. Et comme j'ai aussi l'esprit de compétition, j'ai fait les deux, des croisières et des compétitions. Rue Charles Dubois à Amiens, c'est là où vous avez vécu et ça nous rappelle le lieu d'habitation de Jules Verne également. Tout à fait. À travers ces lectures, ça permet l'évasion. Évidemment, il a fait partie de mes lectures. Alors, lui, il était tout en bas de la rue, il était au numéro 2, moi j'étais tout en haut, vers le stade Moulonguet. C'est sûr que Jules Verne, il y a des romans de lui que j'ai adorés. Le phare du bout du monde, par exemple, évidemment le tour du monde en 80 jours. C'était des récits d'aventure qui, là aussi, faisaient énormément rêver. Alors évidemment, quand on les relit aujourd'hui, c'est plus du tout politiquement correct, puisque mais c'était l'époque qui veut ça, quoi. Et moi, ça a bercé toute ma jeunesse. En plus, il avait dans sa maison, il a une tour qui permet de voir un peu loin sur la ville d'Amiens. Et j'ai eu le plaisir et le bonheur d'être autorisé à monter dans cette tour il y a quelques années. Et je regarde vraiment visiter son bureau, visiter sa maison et tout ça. Et j'en garde un excellent souvenir. C'est extra. Et l'élément déclencheur, l'élément qui fait basculer que la voile rentre à plein temps dans votre vie, c'est 77. Oui. Passage au Salon Nautique à Paris, qui fait la bascule. Et oui, parce que moi je regardais, alors moi je faisais beaucoup de régates à cette époque-là, je courais au Havre, j'avais un bateau, mais je regardais les grandes régates médiatiques, la Transat, Tabarly, tout ça. Pour moi c'était des rêves inaccessibles. Et d'un seul coup, un Anglais a eu l'idée extraordinaire de faire courir des petits bateaux de 6,50 m, faire traverser l'Atlantique sur ces petits bateaux. Et c'est devenu une course aujourd'hui très célèbre qui se déroule tous les 2 ans. Et donc, j'ai participé aux 2 premières éditions. Traverser l'Atlantique en solitaire, c'est toujours, quand on ne l'a jamais fait, c'est un moment au départ un peu d'angoisse parce qu'on se demande comment ça va se passer. Et en compétition en plus,
Donc à l'époque, on était très sages, on avait des bateaux de série qui étaient pas du tout, qui n'atteignaient pas du tout les vitesses qu'ils ont aujourd'hui, mais on nous prenait pour des fous. Hein. Le premier Vendée Globe, dans les années 90. 89. 89. Ouais. Et là, pas de limite, vous avez même navigué au milieu des icebergs. Après la mini transat, après 2 mini transats terminés sur la deuxième en seconde position, je me suis dit s'il y a une course plus longue, un jour je la ferai. Donc j'ai fait une course américaine qui s'appelait le BOC en 4 étapes, et pendant cette course-là, s'est créé le Vendée Globe avec les 5 Français qui étaient dans cette course autour du monde. Et évidemment, j'ai voulu être du premier Vendée Globe. J'ai réussi à m'aligner sur la ligne de départ avec un bateau minimaliste. Et là encore, on découvrait, on nous prenait pour des fous d'ailleurs. Et faire le tour du monde sans s'arrêter. Il y avait qu'un seul mec qui avait déjà réussi à faire ça une fois en 1968. Et depuis, ça n'avait plus été refait. Et donc, j'ai pris le départ de cette course, et c'est vrai que à l'époque, il n'y avait pas de limite. Il y avait une limite de taille des bateaux qui devait faire 60 pieds maximum, c'est-à-dire 18 mètres 28, mais il n'y avait pas d'autres limites. Et évidemment, plus on descend sud, plus on se raccourcit la route. Donc, j'ai essayé de couper le fromage le plus possible, et en me rapprochant de l'hémisphère sud. Et évidemment, je suis tombé dans toute une zone d'iceberg parce qu'on ne savait pas à l'époque qu'il y en avait tant que ça. Et bon, j'ai réussi à m'en sortir et à terminer en 3e position. J'ai passé le Cap Horn juste devant Loïc et terminé derrière Titouan Lamassou et Loïc. En 2014, croisière avec des amis, vous avez fait un passage au Cap Horn, mais pas qu'un passage, puisque vous êtes même allé visiter l'île et vous avez discuté, pris le thé avec le gardien du phare. Absolument. Vous en parlez, cette partie croisière qui est vraiment fantastique. Ah, ça, c'était un souvenir extraordinaire parce que, donc, moi, je l'avais passé déjà 7-8 fois, je sais plus combien de fois je l'avais passé à cette époque-là, parce que, en plus, je l'avais passé dans un sens et dans l'autre, puisque dans l'autre sens, dans mon corps autour du monde contre le vent, je l'avais aussi passé plusieurs fois, puis j'ai fait 4 tentatives. Et donc, j'avais le rêve de débarquer sur cette île qu'on voit, on passe devant, on s'arrête pas, des fois on la voit pas. Au premier Vendée Globe, justement, je suis passé assez loin, je l'ai pas vu. Et donc, je rêvais d'y descendre. Et donc, le 1er janvier 2014, heureusement, il faisait beau. On était juste entre 2 coups de vent. Et on a débarqué sur cette île. On a été voir le gardien qui était ravi de voir du monde parce que le gardien, il reste... alors lui, il est confiné, lui aussi, pendant 3 mois sur cette île, sur ce caillou. C'est une toute petite île, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de moyen de communication, on y va à pied, il y a, je sais pas, ça fait 300 mètres d'un côté et 100 mètres de l'autre, et donc il y a pas beaucoup d'activités possibles, et il est avec sa femme, ses enfants, son chien, on a débarqué là-dedans avec les amis qui étaient avec moi, et c'était un souvenir extraordinaire de marcher jusqu'à la statue, parce qu'il y a une espèce de statue tout au bout de l'île qui symbolise un albatros. Et donc, du coup, quand je l'ai repassé ensuite dans mon dernier tour du monde, j'ai eu une toute autre vision. Le fait de l'avoir visité faisait que j'avais une toute autre vision de ce caillou qui, jusqu'à maintenant, était un point de passage et qui, pour moi, est devenu une réalité avec un gardien de phare qui y habite, qui veille, et d'ailleurs j'ai discuté avec lui et c'était vraiment sympa. Avec votre premier passage en février 87, est-ce que vous aviez imaginé la vie de ce gardien? Ah non, pas du tout, je savais même pas exactement comment il vivait. Et alors aujourd'hui, les moyens de communication sont beaucoup plus évolués qu'avant, ils
sont ravitaillés. Donc ils restent 1 an sur place avec leur famille. Ils sont ravitaillés donc tous les trimestres. Donc ils voient du monde tous les trimestres. Ils voient de temps en temps des gens en croisière qui débarquent. Mais autrement, il vit confiné. Alors, là encore, on lui livre les courses que sa femme commande ou que lui-même commande. Et donc, tout ça, ça arrive par hélicoptère. Et ensuite, l'hélicoptère s'en va et il sait qu'il en a pour 3 mois tout seul, sans voir personne. Enfin, c'est vraiment une vie, la vie un peu que menaient les gardiens de phare il y a quelques dizaines et vingtaines d'années. Je crois que les gardiens de phare ont arrêté maintenant il y a 20-30 ans, mais en France, on avait des gardiens de phare qui des fois restaient bloqués comme ça 50, 100 jours, 120 jours, sans pouvoir être relevés parce que les bateaux pouvaient pas aborder et faire le changement de gardien. Et c'était vraiment un métier très très spécial et très à part. Et votre premier passage en 87, c'était un box challenge en 4 étapes de mémoire. Voilà, c'est ça. C'était les premiers tours du monde, l'ancêtre du Vendée Globe, si on veut. Mais on s'arrêtait en Afrique. On partait des États-Unis, on s'arrêtait en Afrique du Sud, en Australie et au Brésil. Et on revenait aux États-Unis. Et puis évidemment, avant, il fallait y aller aussi avec son bateau. Et donc, c'était un tour du monde en 4 étapes. Ça a été mon premier Cap Horn. Et là, je l'ai vu. Je suis passé pas très loin. J'étais avec un bateau de série qui était un Vasa 55 à l'époque. Et c'est la première fois qu'on est capornier, c'est toujours... c'est comme toutes les premières fois, quoi. Ça a été mon premier tour du monde, mon premier Cap Horn, et ça marque toujours beaucoup, et c'est toujours très important. Pouvez-vous nous parler aussi de la force de l'équipage sur un bateau, parce que vous faites de la voile également en équipage, c'est un de vos points forts, vous êtes en solitaire parfois, vous êtes parfois en équipage, et sur un bateau, c'est important, mais également présenter toute l'équipe à terre. Comment on part en aventure ensemble? Alors, il y a évidemment aussi des tours du monde en équipage. J'aurais rêvé de faire ça, mais je n'ai jamais trouvé le budget nécessaire pour faire ce qui s'appelle maintenant la Volvo-RS, enfin ce qui s'appelait la Volvo-RS, malheureusement. Mais c'est complètement différent de naviguer en équipage. En équipage, il y a des spécialistes un peu sur chacun des postes. En solitaire, on doit être complet, c'est-à-dire on ne doit pas être excellent dans un domaine, on doit au contraire être multicarte et savoir un petit peu tout partout. Et alors que en équipage, le skipper, il doit souder son équipage, il doit s'arranger pour que les gens se complètent les uns les autres, s'entendent parfaitement, se coordonnent parfaitement, parce que les manœuvres, quand on est en équipage, nécessitent une coordination de l'ensemble, et c'est comme un orchestre, si on veut. Chacun joue sa partition et chacun doit le faire au bon moment. Et donc, moi, j'adore ça aussi. C'est un autre aspect de la compétition, mais courir en équipage, c'est aussi extrêmement amusant. Et maintenant, d'ailleurs, les gens les skippers qui font le Vendée Globe, ils ont aussi des équipes à terre qui préparent le bateau, qui sont de plus en plus nombreuses, et des bateaux comme Sodebo, des bateaux comme les grands ultimes qui se préparent aujourd'hui, ce sont des équipes assez nombreuses, et là encore, c'est un point clé du bateau, parce que c'est eux qui vont préparer chaque détail, et chaque détail a son importance. Parfois, un petit détail peut annihiler un projet qui coûte des millions d'euros. Et donc, il faut préparer tout le monde à ça, il faut encourager tout le monde, il faut que chacun soit conscient de ses propres responsabilités dans la fabrication, dans la finition, dans tout ce qui est environnement du bateau, et de façon à ce que
Un bateau, c'est un puzzle, et il faut que toutes les pièces de ce puzzle s'emboîtent parfaitement et soient parfaitement effectuées pour qu'il n'y ait pas de soucis après. Mais bon, c'est ça qui est aussi amusant en bateau, c'est que c'est quand même une aventure, et qu'on a beau avoir tout préparé parfaitement, il y a toujours le petit truc qui se produit, auquel on n'avait pas forcément toujours pensé, qu'on n'avait peut-être pas forcément anticipé, et qui nécessite que le skipper, s'il est tout seul ou à plusieurs, il trouve une solution pour réparer. C'est la force de l'équipage. Bertrand Corbel, qui a participé à 2 convoyages, réalise actuellement une bande dessinée. Un ancien coéquipier, en fait, réalise une bande dessinée sur votre victoire dans la Golden Globe Race 2018. Cette course autour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance, ni électronique, au sextant, et avec les astres. Comment s'est fait cette bande dessinée qui est en train de se réaliser ? Bertrand, je le connais depuis longtemps. Son frère était en classe avec moi. C'est une famille que je connais de Lorient. Et lui, il a fait d'ailleurs, à l'époque où j'avais Elvim, Sofa Pelvim, là dans le premier Vendée Globe, il a fait un nombre impressionnant de demi-coques pour mon sponsor de l'époque. Et il m'a proposé de faire cette BD. Il dessine très très bien, il adore la voile, c'est un spécialiste. Donc je suis sûr que il y aura pas d'erreur sur ses dessins parce que il est très compétent dans ce domaine. Et donc il m'a proposé de faire ça. Et évidemment j'ai accepté avec plaisir et j'ai vu son travail et c'est super. Et j'espère que sa BD va avoir un certain succès. C'est vrai que ça a été une course tout à fait fantastique parce que ça a été un retour dans le passé puisqu'on a été dans les mêmes conditions que le premier qui avait fait ça, Remington Johnson en 68. Donc on n'avait pas d'électronique, on n'avait pas d'anémomètre, on n'avait pas de météo, on n'avait pas de pilote électrique, enfin on n'avait pas toutes les aides à la navigation qu'il y a aujourd'hui, dont la principale est le GPS. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton, on sait exactement où on se trouve. Là, on naviguait comme il y a 50 ans, c'est-à-dire fallait sortir le sextant, fallait voir le soleil, ou des étoiles, ou la lune, et à partir des soleils ou des étoiles, calculer l'endroit où on se trouvait pour réussir à atterrir et à savoir sa position sur la Terre. Et ça a été un retour en arrière tout à fait excitant et j'ai adoré cette course. C'est faire de la voile autrement grâce à cette course. Et il y a un moment fort, c'est le 5 novembre 2018, à ce moment-là. Le bateau a chaviré. Oui, parce que on était sur cette course se faisait sur des bateaux de série, pas très grands, des bateaux de moins de 11 mètres, beaucoup plus petits que les bateaux de Vendée Globe, mais aussi beaucoup plus sages, mais aussi beaucoup plus lourds. Et donc, je me suis retrouvé dans une... Et donc, on ne pouvait pas, comme en plus on n'avait pas vraiment beaucoup de renseignements météo, et que le bateau était assez lent, on ne pouvait pas éviter les gros coups de vent, et je me suis retrouvé, donc en effet, dans un gros coup de vent dans le milieu du Pacifique, avant le Cap Horn. Et donc, ma butte s'est retrouvée le bas dans l'eau, à peu près à 45 degrés de l'horizontale sous l'eau. Et le bateau s'est redressé, et quand il s'est redressé, je me suis aperçu que les haubans un des haubans avait déchiré le bas, et que les autres haubans étaient détendus, etc. Donc il a fallu, comme je le disais tout à l'heure, il a fallu trouver une solution pour réparer. Alors dans un premier temps, je me suis dit je peux pas continuer comme ça, je vais m'arrêter au Chili. Et puis petit à petit, j'ai réussi à bricoler, réparer, et je me suis dit après tout, j'ai un camion de fortune qui est prêt à être installé si le mât tombe. Je vais essayer de continuer, puis on verra bien. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai continué. Et miraculeusement, le mât a tenu jusqu'au bout. Et donc,
j'ai pu conserver ma première place, même si derrière moi, celui qui était second est beaucoup revenu et s'est beaucoup rapproché de moi. Mais j'ai réussi à le contenir et à conserver cette place. Mais bon, il faut trouver, quand on est en solitaire sur le bateau et qu'on est très motivé, il faut trouver des solutions pour quand on a un problème. Et là, j'ai réussi à ramener Matmut jusqu'au bout. En 200 jours, est-ce que votre vision et votre rapport à la nature a évolué durant ce tour du monde à la voile autrement? La partie croisière également renforce votre vision avec la nature, votre rapport? Alors, tous les tours du monde, on en revient toujours changé. La dernière course, c'est le Golden Globe, a été un espèce d'éloge de la lenteur, c'est-à-dire que le problème, c'est pas d'essayer de faire des bateaux qui vont le plus vite possible. Le problème, c'est de lutter à armes égales avec ses petits camarades qui ont des bateaux à peu près comparables et d'essayer de faire le mieux possible avec ces bateaux-là. C'est ce qui s'est passé dans le Golden Globe. Les bateaux coûtaient pas cher du tout, la course coûtait pas cher du tout, et au départ, alors évidemment, moi j'avais de l'expérience de mes 5 tours du monde précédents, donc j'étais dans les favoris, mais au départ, on pouvait pas savoir si c'était un Rustler qui allait gagner ou si c'était un autre type de bateau. On était dans l'inconnu total. Et ça, c'est une excitation. C'est aussi une excitation de régater avec des bateaux qui existent déjà. On n'a pas à refabriquer et à refaire du carbone, à dépenser énormément d'argent et à polluer un peu, parce que quand on fabrique un bateau, malheureusement, le simple fait d'exister fait qu'on pollue la planète. Donc, moi, j'ai bien aimé cette course par cet aspect recyclage des bateaux. Et donc, c'est sûr que quand on fait du bateau, quand on fait un tour du monde, on a beaucoup le temps de réfléchir, beaucoup le temps de penser, beaucoup le temps de s'apercevoir les diverses modifications qu'il y a pu y avoir autour de nous. Par exemple, cette année, j'ai vu beaucoup moins d'oiseaux que ce que on voyait dans le premier Vendée Globe, où on était entouré d'une nuée d'oiseaux. Là, j'en ai vu beaucoup moins. Peut-être c'est parce que j'étais un peu plus haut, peut-être parce que la situation a changé, j'en sais rien. Mais ça fait beaucoup réfléchir sur l'évolution de notre Terre. Et moi, je trouve que sur un bateau, on se rend très bien compte qu'on est sur une petite planète au milieu de l'océan. On est sur un tout petit chez-soi, que le bateau est un élément extrêmement important. Mais nous-mêmes sur la Terre, on est sur une espèce de boule dont on ne se rend pas compte qu'elle tourne en ce moment, que elle se déplace tout autour du Soleil, et c'est cette boule, elle est extrêmement importante. On est au milieu d'un univers qu'on connaît très mal, et on tourne autour du Soleil. Mais si cette boule, elle est abîmée, et si cette boule, elle se met à moins bien tourner, ça sera un grave problème, quoi. Hein. Et je pense qu'on n'est pas toujours très conscient de la fragilité de cette petite boule sur laquelle on se trouve dans l'univers. Merci Jean-Luc. De retour en arrière, et ça va faire plaisir et ça va faire sens à Jérôme qui repartagera les interviews. C'est Route du Rhum 98. On avait interviewé Laurent Bourgnon qui avait gagné. Et vous arrivez deuxième sur... Alors moi je suis arrivé deuxième, mais pas de la même catégorie, voilà. En monocoque. Hein. Laurent Bourgnon a gagné en multicoque. Moi je suis arrivé deuxième en monocoque et c'est Thomas Coville sur Sodebo qui est arrivé... Ah non, à l'époque, pardon. Il ne courait pas avec Sodebo, c'était... Raphaël Dinelli qui courait sur Sodebo qui est arrivé troisième. Excusez-moi, c'est Thomas Coville qui a gagné et je crois que c'était l'ancien bateau de Parlier. Je crois que son bateau était Correille d'Aquitaine, enfin j'en suis pas sûr. Et avec votre bateau,
Algimous, quels ont été les enseignements lors de cette épreuve quand vous êtes arrivé? Alors moi, je faisais cette épreuve. Pour moi, c'était une épreuve pour me remettre dans le bain de ce bateau-là, avec lequel j'avais fait le Vendée Globe. Puis avait fait le Vendée Globe ensuite avec Catherine Chabot. J'ai repris mon bateau pour le préparer pour le Tour du Monde en sens inverse. Et avec Algimous, j'avais dit, je vais faire cette course, mais j'ai aucune chance d'être sur le podium. C'est un vieux bateau. Je fais cette course sans aucun espoir de résultat. Et donc mon sponsor de l'époque, Algimous, a été stupéfait que j'arrive deuxième et que même à un moment j'ai occupé la tête de la course et donc il était très étonné et évidemment très content. La route du Rhum, c'est une légende, c'est une course de légende. Moi, j'ai vu la première édition de cette épreuve à l'époque où je faisais la première mini, et donc c'est une course qui fait énormément rêver. Ça a été les premières grandes traversées de l'Atlantique après la Transat anglaise, qui elle a fait encore plus rêver puisque la première Transat anglaise c'était en 60, la victoire de Tabarly en 64. Ça a été un peu le début des courses en solitaire, cette Transat anglaise. Et moi, ça a été un autre moment de ma vie qui a été assez étonnant et qui a précédé mon premier tour du monde contre les vents. Voilà aussi, on voulait revenir sur 2004 avec, on avait interviewé Philippe Monet avec Jérôme pour Reportage VIP. Comment est arrivée pour vous cette idée de faire le tour du monde à la voile d'est en ouest en solitaire? Alors moi j'avais fait déjà 4 tours du monde dans le bon sens et donc je me suis dit je vais pas continuer à tourner comme ça dans le bon sens et donc au dernier tour je me suis dit qu'est-ce qui se passerait si au lieu de faire ça on allait dans l'autre sens. À l'époque il y avait que 2 marins qui avaient fait ça, Che Blythe en 1970 qui avait été le premier à faire ça, mais alors en je sais plus combien, 250 jours, quelque chose comme ça, et un autre Anglais ensuite qui l'avait fait, et je me suis dit tiens c'est intéressant, j'ai un bateau qui est assez complet, mon cigare rouge Algimous était assez complet pour faire ça, je me suis dit je vais tenter ça. Et puis en réalité, donc j'ai tenté ça et malheureusement j'ai abîmé le bateau, j'ai heurté quelque chose, c'était un bateau qui était assez fragile au choc. J'ai heurté quelque chose et donc j'ai dû m'arrêter au milieu du Pacifique. Et Philippe Monet, lui, est parti après moi et a donc descendu ce record à 151 jours. Et j'ai donc construit un bateau, là, spécial pour faire ce record, Adrien. Et alors, la première tentative, j'ai la quille qui tenait pas bien et j'ai dû rentrer. La deuxième tentative avec Adrien, j'ai cassé mon mât au niveau au sud de l'Australie. Et donc, j'ai abordé l'Australie, j'ai reconstruit un mât avec ce que j'ai trouvé là-bas et j'ai ramené le bateau. Et ce n'est qu'à la 4e tentative que j'ai réussi à descendre le record de Philippe Monet, qui est passé de 151 à 122 jours, je crois. 122, oui. Et voilà. Et depuis, je regarde ceux qui partent pour essayer de battre ça. Et il n'y en a pas beaucoup qui partent parce que dans ce sens-là, c'est assez rébarbatif parce qu'on va contre le vent au lieu d'aller avec le vent, ce qui fait qu'on va beaucoup plus lentement. Et en plus, on fait pas la route, donc on se rallonge beaucoup. Et c'est le dernier record qui appartient encore à un monocoque
Et il y a 2 multicoques qui se sont lancés, un multicoque avec un Polonais, il y a une dizaine d'années, 7-8 ans, et qui a fait 2 tentatives et qui n'a pas réussi, qui a cassé le bateau les 2 fois. Et ensuite, il y a Yves Leblévec qui a fait une tentative avec Actual, l'ultime, un très grand multicoque, et qui malheureusement, lui aussi, a cassé au Cap Horn et a dû appeler des secours et abandonner le bateau. Voilà, et c'en est là. Et donc, à ma grande surprise, j'ai toujours ce record qui tient depuis 2004. Et j'attends avec impatience et j'espère que je ne disparaîtrai pas avant que ce record soit battu. On repart sur de la littérature. Pour les amateurs de lecture, il y a Le Dernier Loup de Mer, le livre que vous avez réalisé. Et la version italienne est sortie. Comment s'est construit ce livre, les étapes avant la parution, comment ça se déroule, et maintenant la traduction? Alors, oui, en effet, le livre est sorti en italien, comme mon livre précédent d'ailleurs, L'Océan face à face, qui relate mon tour du monde à l'envers. C'est très simple. Moi, je suis pas écrivain, et je suis très très lent à écrire et jamais content de ce que je fais. Et en plus, j'aime pas trop parler de la partie privée de ma vie. Or, l'éditeur que j'ai choisi, Stock, souhaitait faire à peu près 50% sur ma vie et la partie privée, et 50% sur le record en lui-même. Et donc, pour ça, j'ai eu l'aide d'un journaliste de Voiles et Voiliers qui est un ami et qui m'a fait beaucoup parler de la partie privée de ma vie. Et donc, le livre alterne entre cette compétition du Golden Globe et tout ce qui m'est arrivé autour de cette compétition. Et un chapitre sur 2, on parle au contraire de ma vie personnelle, c'est-à-dire ce qui s'est passé à partir de ma naissance, pourquoi je fais du bateau, ce qui m'est arrivé, etc., etc. Et ce que je pense aussi dans certains domaines. Et j'aurais pas pu écrire ça tout seul, parce que moi je suis assez pudique, et puis je trouve que ce que je fais, quand on est extérieur, on trouve extraordinaire de rester 212 jours en mer et tout ça. Quand on l'a fait, on trouve pas ça si extraordinaire que ça, quoi. Et donc, moi, je me considère pas du tout comme quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires. Pour moi, j'ai fait des trucs qui me plaisaient. J'ai toujours fait dans la vie des trucs qui me plaisaient. Et j'ai réussi à faire ça. J'ai une vie que je considère tout à fait extraordinaire. Et je suis très heureux, très content, Et donc, ce livre a été construit avec Didier Ravron et les gens de chez Stock. Ça a été un dernier résumé, parce que je pense que je n'écrirai pas un 4e livre, c'est mon 3e livre, ça suffit. Et maintenant, je vais attaquer la partie croisière, parce que ça fait que j'ai consacré beaucoup de temps à la compétition dans ces 30 dernières années. Je vais consacrer, j'espère, 30 ans à la croisière, mais 30 ans, je crois pas. Est-ce que dans le livre, on parle du groupe Globalement Vôtre? Quand et comment est arrivée la musique dans votre vie? Parce qu'on voit plein de passion, et la musique, ça en fait partie. Ah oui, la musique, ça en fait partie. Et quand vous parlez de l'équipe, c'est pareil. Un groupe de musique, c'est une vraie équipe, ça a plein de sens. Exactement. La musique, ça a commencé de très très tôt, puisque j'ai des photos de moi chantant au casino de Berck-Plage, justement, quand j'avais, je sais pas, 7-8 ans. J'aimais beaucoup la chanson. À
l'époque, Gilbert Bécaud était mon idole. Enfin voilà, qu'on appelait le fou chantant parce que c'était pas encore l'époque, les époques d'aujourd'hui. Et il chantait des chansons très rapides, il parlait très vite et donc on l'appelait le fou chantant. Il était surnommé le fou chantant. Et donc j'ai toujours chanté. Quand j'étais en pension à Lisieux, j'avais un prof de chant qui s'appelait Monsieur Cochin. Je chantais beaucoup dans les églises et pour les offices religieux. Voilà. Et puis, donc j'ai eu pas mal de relations avec des musiciens. Si on parlait tout à l'heure d'Algimous, c'était les Djiboudjeb qui étaient les parrains d'Algimous sur la route du Rhum. Et d'ailleurs, leur chanteur a disparu il y a pas très très longtemps. Voilà. Et un jour, il y a un groupe qui devait animer une soirée d'une copine et qui n'avait plus de chanteur ni de chanteuse et qui a décliné l'invitation de cette copine et qui a dit moi je connais un mec, j'ai déjà vu chanter plusieurs fois et donc on s'est rencontrés comme ça, on n'avait rien préparé. Je leur ai dit moi je peux vous faire ça, ça et ça. Ils m'ont dit nous on peut faire ça, ça et ça. Et donc on s'est serré la main, on a dit bon on démarre et on a démarré. Puis on a mis le feu à la soirée, on s'est fait serrer par la police et ça a créé des liens. Et du coup on a monté ce groupe comme ça il y a maintenant je sais plus 12 ans je crois ou 14 ans, 2005. Oui donc 15 ans maintenant. 15 ans et donc on tourne. Alors évidemment on avait plein de dates là, cette année au mois de mai on avait plusieurs dates et en avril, mai, juin qui évidemment ont sauté. Enfin voilà, on a encore des dates en septembre, octobre. On va s'y remettre au mois de septembre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? De continuer à vivre heureux. La santé, parce que c'est un élément important de la vie. J'ai un âge maintenant à 75 ans où malheureusement j'ai plusieurs copains qui maintenant ont disparu. Et tout le monde n'atteint pas cet âge-là en forme. Moi-même, j'ai eu une petite alerte cardiaque en début d'année. Donc, de rester en forme, d'avoir la santé qui me permet de faire ce que j'ai envie de faire et de continuer à chanter et à naviguer. Merci beaucoup, en tout cas, plein de plaisir, plein de bonheur, une très bonne santé pour l'avenir. C'est tout ce qu'on vous souhaite. On va en revenir avec Jérôme qui va nous présenter le dispositif numérique qui va être mis en place. D'accord. Jérôme ? Oui, de retour. Donc je vous ai écouté tous les deux et surtout Jean-Luc avec beaucoup d'attention depuis chez moi à Nice. C'est quand même assez fantastique pour nos auditeurs de pouvoir vous écouter et vous entendre puisque au sein de notre association Média Radio RVPB qui existe depuis 2011. Auparavant, on faisait de la radio dans les Yvelines avec Florent qui est actuellement au studio des Yvelines. Depuis 25 ans, nous faisons de la radio associative et c'est vrai que nous avons eu de nombreux navigateurs avec nous à l'antenne. Donc, comme Florent l'a dit tout à l'heure, on avait eu Laurent Bourgnon, malheureusement décédé au fin fond de la Polynésie. On a eu Florence Artaud à Villefranche-sur-Mer il y a quelques années qui maintenant repose en paix aux îles de Lérins. D'ailleurs, j'ai une pensée pour elle, c'est juste à côté de chez moi. On avait eu Marc Guillemot, on avait eu Bernard Stamm et Philippe Monet. Jean-Luc Van Denet, vous êtes le 6e navigateur à passer sur notre antenne dans notre émission Reportage VIP. Voilà. Et en plus, c'est vrai que la voile, c'est un des moteurs de notre animation, de nos reportages, puisque nous suivons chaque année les différents événements voiles que nous avons en France. On fait donc bien sûr on suit la route du Rhum, le Vendée Globe, la Jacques Vabre, les différents records comme avec Francis Joyon qui en a eu dernièrement là encore en 2020 avec la route du thé.
la Brest Atlantique l'année dernière, la Golden Globe Race que vous avez remportée en 2018. On l'avait suivi avec votre équipe à terre, notamment on leur envoyait nos différents débriefs au quotidien. Et cette année, il y a la Vendée Arctique, notamment dans 3-4 jours, là, le samedi 4 juillet. Et j'ai entendu dire que vous commentiez le départ sur TV Vendée, de par votre newsletter que j'ai bien reçu cette semaine. Et donc le dispositif média, bien sûr, tourne autour de la voile chez nous. Donc votre interview qu'on est en train d'enregistrer sera donc bien sûr diffusée sur notre Facebook vipradioonline.fr, mais également sur YouTube, sur notre chaîne Vip Radio, ainsi que sur notre site internet, qui d'ailleurs a une rubrique qui est dédiée à tout notre panel d'interviews de personnes célébrités en France, donc VIP, comme vous. Et vous aurez également droit à votre page spéciale Van Bened, où on va pouvoir mettre cette interview en ligne, tout comme les autres navigateurs. Et donc tout ça va être diffusé ensuite à nos auditeurs. Ils sont à peu près 350 000 par an. Donc on peut les saluer. Et on a quand même à peu près 1 500 000 lecteurs chaque année qui nous suivent. Donc, bien sûr, ils pourront aussi suivre les différents, le post, l'article qu'on va faire sur vous. Voilà, donc Jean-Luc, en tout cas, merci beaucoup de cette interview, puisque je pense qu'elle va avoir un bel impact. Ah bah merci, en plus de les émissions FM qui vont avoir lieu et qui seront concoctées, c'est formidable. Merci Jérôme, merci Jean-Luc. Merci beaucoup à vous, toujours, et puis... si ça peut donner des envies à des jeunes d'aujourd'hui qui n'en ont pas beaucoup, je serais ravi. Je pense que c'est très important dans la vie d'avoir des envies. Merci, à bientôt Jean-Luc. Bonne journée, au revoir à tous les deux.